toutes les découvertes archéologiques de leur passage. Et il a été énormément interviewé. Mais je retiens plusieurs choses, une chose de ce qu'il avait dit. Il a dit, on voit bien que les chrétiens d'Égypte sont chez eux. On voit bien que les Coptes d'Égypte sont chez eux. Le Premier ministre était là, les ministres étaient là, les musulmans étaient là, et tout le monde parlait de passage de la Sainte Famille en Égypte. Donc une preuve que les chrétiens d'Orient, que les chrétiens d'Égypte sont bien chez eux, descendants des pharaons, l'Égypte est leur pays. Le deuxième voyage que nous avons fait, c'était au mois de décembre avec Patrick, et nous avions été invités par le grand imam d'Al-Azhar. Al-Azhar, c'est l'institution, l'autorité la plus reconnue du monde sunnite. C'est la mosquée, la grande mosquée d'Al-Azhar, et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad El-Tayyib, qui est un homme très ouvert et très respectueux, qui a une très bonne relation avec l'Église d'Égypte. Nous avons été invités, Patrick et moi, et Patrick était le seul étranger, le seul laïc à avoir droit au podium et à dire un mot. Et bien sûr, il a dit ce que vous avez entendu aujourd'hui, et nous avons fait une proposition, 3 propositions, pour qu'elles soient prises en compte dans les conclusions de cette conférence internationale à laquelle ont participé pratiquement tous les chrétiens, tous les évêques du Moyen-Orient et tous les responsables religieux musulmans du Moyen-Orient. Et nos propositions ont été dans les conclusions de cette conférence, et Patrick Karam a été fortement applaudi et remercié pour son discours. Je voudrais vous dire quand même que notre président, El-Sisi, ne mérite pas d'être traité par l'Occident comme il l'est. Comme je vous dis, il est considéré comme le héros, le sauveur de l'Égypte des griffes des islamistes. Je voudrais vous dire que El-Sisi, il y a très peu de temps, au mois de décembre, est allé à la mosquée Al-Azhar. Il a donné 3 messages. Il y avait l'imam qui était là, il y avait tous les imams de l'Azhar qui étaient là, les cheikhs, et il leur a dit, nous sommes responsables de l'idéologie de haine qui s'est répandue dans le monde musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'université d'Al-Azhar, qui prennent leur diplôme de théologie et qui retournent en Malaisie, dans les pays d'Asie, etc., et qui prêchent ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont retenu. Et comme l'Al-Azhar est bien infiltré par les salafistes et les frères musulmans, et donc ils partent avec cette idéologie de haine. Deuxième message, il leur a dit, il nous faut changer le discours religieux. Et troisième message, il leur a dit, il nous faut une révolution religieuse. Le président est allé à la messe de minuit. Il était le premier président égyptien ou le premier gouverneur musulman depuis 1400 ans qui va à la messe de minuit pour le Copte égyptien, et il leur a dit, je ne viens pas parce que vous êtes des Coptes et des chrétiens, je viens tout simplement vous féliciter, c'est mon devoir, parce que vous êtes tous égyptiens. Je voudrais terminer par 2 choses. La Turquie. La Turquie a pris un rôle en Égypte. Dès que les frères musulmans ont été délogés, clairement, officiellement, la Turquie, ils ont dit, nous sommes avec les frères musulmans. Ils le sont encore toujours aujourd'hui. Et malheureusement, Erdogan, à chaque fois qu'il a l'occasion, avec sa main, il fait un signe 4, qui est le symbole des frères musulmans. Et il le fait souvent, et on le voit souvent sur Internet. Donc c'est le signe pour dire, je suis frère musulman, je suis un islamiste. Il le dit clairement, c'est pas mon problème, c'est le sien. La deuxième chose, c'est que la Turquie, comme le Qatar, finance, arme la Libye et le Hamas du côté du Sinaï. Donc l'Égypte, elle a aujourd'hui cette menace de l'Est et de l'Ouest. Merci Erdogan, merci la Turquie, c'est à cause de vous que nous sommes en train de faire la guerre, la vraie guerre contre le terroriste. Donc je demande à vous, à tous, de penser à l'Égypte
de penser à sa guerre contre le terrorisme et de penser à son président qui essaie d'aller vers la voie démocratique. Je vous remercie. La Credo est très heureuse ce soir de recevoir M. Yémine Anthony Chamon, président de l'Association des Yézidis de France. Chers amis, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier la Credo de son invitation ce soir. Chers amis, je fais partie d'une communauté qui a essuyé plus de 74 campagnes génocidaires d'extrémisme musulman. Sur 1 200 000 yézidis qui restent dans le monde, un demi-million est en fuite. Tout ça à cause de la complicité, encore en 1915, de l'État turc. Je le rappelle, il y a eu bien sûr 1,5 million d'Arméniens massacrés, 750 000 Assyro-Chaldéens, 900 000 Grecs pontiques, mais aussi, ne l'oubliez pas, plus de 350 000 Yézidis massacrés en 1915. En 1915, quand la Turquie a fait le génocide de tous les non-musulmans, la plaine de Sinjar, en Irak, où se concentre essentiellement la communauté yézidi, a accueilli en leur sein, à chaque fois, dans chaque famille yézidi, il y avait une famille chrétienne. En 1915, la solidarité des yézidis face au danger que représentait l'extrémisme musulman, face aux chrétiens qui ont été persécutés, les yézidis ont été là, ont répondu présent pour leurs frères chrétiens. Mais aujourd'hui, les yézidis sont complètement abandonnés. Aujourd'hui, les yézidis sont en fuite sur 3 pays. En Irak, en Turquie et en Syrie. Les yézidis sont complètement abandonnés. Malheureusement, nous n'avons pas le lobby pour d'autres communautés. Les ONG en Irak se trouvent tous à Erbil. Près de 350 000 yézidis se trouvent en Irak. Au nord de l'Irak, à Duhok. Pratiquement aucune ONG française n'aide ces yézidis. Nous avons pu le constater dans un déplacement en décembre encore. Mesdames et messieurs, ce soir, nous sommes ici pour dénoncer l'hypocrisie de la conférence de demain, où nous regrettons la participation de la France à cette coalition hypocrite, comme à cette conférence de demain qui est hypocrite. Comment on peut prendre en son sein, à côté de la France et de son passé, de ses valeurs que représente la France, des pays criminels, terroristes, que sont la Turquie de M. Erdogan, l'Arabie Saoudite, le Qatar qui ont financé les millions de morts dans le passé et aujourd'hui encore. Si le Liban fait face aujourd'hui à un afflux énorme d'immigrés, si la Jordanie fait face à un afflux énorme d'immigrés, c'est encore à cause de la complicité de la Turquie. Et aujourd'hui, la France déroule le tapis rouge aux ennemis de l'humanité de participer à cette coalition hypocrite juste pour nous endormir, nous endolorir. Chers amis, ne restez pas silencieux, car ce silence dont a fait preuve la France depuis 2011, depuis 2012, a fait qu'aujourd'hui, l'Europe, la France, est face à un problème au bord de ses frontières. Et ces immigrés ont le droit d'immigrer ici. Mais parmi ces immigrés, il y a aussi des djihadistes qui, demain, commettront encore des attentats en France, comme à l'Hypercacher et comme au Charlie Hebdo. Ils menacent toutes les valeurs et les libertés, la tolérance qu'on a acquis en France pour créer le chaos et le sectarisme. Chers amis, j'appelle tous mes frères chrétiens d'Orient et toutes les autres communautés Shabak, aussi en Irak, qui sont aussi persécutés, à rester solidaires. Ce n'est que unis que nous arriverons à faire face à l'extrémisme musulman, à ces pays du Golfe Persique qui financent aujourd'hui même les mosquées en France et l'extrémisme radical.
Chers amis, l'Association des Yézidis de France vous remercie d'être là, présent parmi nous avec la Credo. Et merci encore à Patrick Aram, à Monsieur le ministre, le député Claude Loisel. La coordination des chrétiens d'Orient est aussi très heureuse de recevoir ce soir Madame Reine Pliské, qui est coprésidente du Conseil démocratique kurde de France. Sous vos applaudissements, merci. Bonsoir à toutes et à tous. En tant que Kurde, je suis touchée au plus profond de mon cœur de voir que toutes ces minorités vivent en Turquie. Vous m'entendez là? Là, ça va? Donc, je disais que j'étais très touchée au plus profond de mon cœur en tant que Kurde, voyant toutes ces minorités qui ont été persécutées les uns après les autres par l'État turc, dont nous les Kurdes, nous sommes actuellement victimes. Donc, tous les amis qui ont pris la parole jusqu'à maintenant ont quand même rappelé tout ce qui s'est passé concernant les minorités jusqu'à maintenant depuis 1915, dont les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les Yézidis ont été victimes tout récemment, il y a un an de ça. Donc moi je vais vous rappeler un petit peu ce qui se passe actuellement en Turquie, en quelques mots, en vous donnant quelques chronologies. Donc le 7 juin dernier, le HDP, le Parti démocratique des peuples, a obtenu 13,1% des votes aux élections législatives, dépassant ainsi le seuil antidémocratique de 10% imposé au niveau national. Cette victoire de HDP a eu pour effet de priver le parti AKP de sa majorité gouvernementale et d'empêcher par conséquent le président Recep Tayyip Erdogan de mener le pays vers un régime présidentiel renforcé. Aussi, les résultats des élections n'ont-ils pas été acceptés par l'AKP et Recep Tayyip Erdogan. À partir du 8 juin, Recep Tayyip Erdogan a déclaré la tenue d'élections anticipées, avant même d'attendre l'expiration du délai de 45 jours prévu par la formation du gouvernement. Dans la foulée, il a décrété une guerre contre les Kurdes dans le but de s'attirer les voix de l'électorat ultranationaliste. L'armée turque a commencé à bombarder les bases de la guérilla kurde au sud du Kurdistan en Irak, tandis que la police turque menait des raids et des attaques contre les civils. Mettant définitivement un terme au processus de paix, ces offensives contre les Kurdes ont causé la mort de au moins 32 civils depuis un mois, dont plusieurs enfants, et ont entraîné l'arrestation de plus de 1400 membres de HDP, dont 7 maires. Alors que la communauté internationale voit la honte de l'humanité échouer dans l'image d'Alan Kurdi, ce petit enfant kurde de 3 ans vivant sur une plage de Bodrum, d'autres enfants continuent d'être massacrés par des forces étatiques. Près de 130 ans ont été placés sous régime d'exception. Les chars de combat, les tireurs d'élite et les forces spéciales connues pour leurs crimes de guerre ont été déployés dans les villes kurdes, semant la terreur parmi la population civile. Il s'agit là de la mise en œuvre de Recep Tayyip Erdogan de la théorie du chaos avant les élections législatives anticipées du 1er novembre prochain. La ville kurde de Cizre, dont la province de Şırnak, subit une répression mortelle de la police turque depuis plusieurs semaines. Au moins 4 personnes ont été tuées dans cette ville par les forces armées turques au cours des 3 derniers jours. L'accès aux hôpitaux étant bloqué par la police et l'armée, de nombreux blessés sont privés des soins. À Slopi, toujours dans la province de Şırnak, un jeune kurde âgé de 28 ans a été tué par des policiers turcs qui ont ouvert le feu depuis un véhicule blindé. Depuis 2 jours, la répression policière et militaire touche également Sousse, un arrondissement de Diyarbakır qui est considéré la capitale du Kurdistan du Turquie. Sous prétexte de combattre le terrorisme, l'AKP a déclenché une vague de répression contre les Kurdes en Turquie et en Irak. Cette guerre risque d'affaiblir les Kurdes qui luttent efficacement contre Daesh et de renforcer l'inverse de dernier. Nous appelons la communauté internationale à s'opposer à la guerre décrétée par l'État turc. Nous appelons l'Union européenne et les Nations unies à dénoncer le plan sale de la Turquie. Nous appelons les médias internationaux à se rendre au Kurdistan pour couvrir la guerre et rendre compte des atrocités commises contre le peuple kurde. Nous dénonçons et soutenons le soutien de la Turquie à Daesh visant à exterminer la minorité chrétienne, yézidi, arménienne, toutes les minorités qui vivent au Moyen-Orient ainsi que sur son sol. Voilà.
Très heureux maintenant de céder la place, et ils sont bien nombreux, ceux de l'UNI, qui nous ont rejoints. Un tonnerre d'applaudissements pour tous ces étudiants. Monsieur Olivier Vial. Merci beaucoup, merci à la Credo de nous avoir conviés à ce rassemblement. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont essayé d'expliquer leur passivité en prétextant qu'ils ne savaient pas. Cette excuse, nous ne l'avons pas aujourd'hui, puisque les atrocités, le génocide, on le vit en direct. Les massacres, on les a en direct sur YouTube. Et malheureusement, savoir, on vient de s'en apercevoir, savoir ne suffit pas. Savoir n'a pas empêché 148 étudiants de se faire massacrer à Génissa, toujours au motif simplement qu'ils étaient chrétiens. Savoir n'a pas non plus empêché les chrétiens d'Irak d'être totalement chassés. Savoir n'empêche pas non plus en France des milliers, puisque le ministère de l'Éducation nationale en a recensé plus de 1000, et il faut malheureusement savoir qu'ils sont plutôt optimistes, plus de 1000 jeunes dans nos lycées qui sont en voie de radicalisation et qui ont été signalés parce que ce sont de potentiels militants pour partir vers la Syrie et faire le djihad. Tout ça, malheureusement, savoir ne suffit plus. Il va falloir se mobiliser. Et dans cette mobilisation que vous avez commencée il y a déjà longtemps, vous pouvez désormais compter sur l'UNI qui a décidé de monter dans toutes les universités de France des comités étudiants, des comités d'enseignants, mobiliser la jeunesse de France parce que malheureusement, on est convaincu aujourd'hui que c'est une mobilisation qui va durer et qui devra durer. Et cette mobilisation, elle a pour but de faciliter l'engagement des jeunes, notamment dans ce combat pour la défense des chrétiens d'Orient, dans ce combat contre l'islamisme radical. Cette mobilisation, elle a aussi pour but surtout, et c'est un petit peu le sens du combat de Patrick Karam aujourd'hui, de demander à nos dirigeants politiques et à nos alliés à la fois de la clarté, à la fois de la cohérence, à la fois de la constance dans ce qu'ils mènent et surtout du courage. On ne veut plus avoir ce qu'on a eu pendant plusieurs années, une sorte de filet d'eau tiède alors que des millions de personnes souffrent, sont martyrisées, sont exécutées devant les caméras de YouTube pour faire peur au monde entier. Il va falloir être en capacité de réagir. Pour ça, il faut de la détermination. Et cette détermination, malheureusement, on l'aura chez nos hommes politiques et chez nos dirigeants que si la base, elle, est déterminée. Et donc, dans cette détermination-là, vous pouvez compter sur les militants de l'UNI. Merci beaucoup. Voilà, il est membre actif de la Credo. Pierre Joseph est aussi président du groupe indépendant de réflexion pour la Syrie. Un grand merci Pierre pour tout ton travail au sein de la Credo. Chers amis, nous sommes ici ce soir devant l'ambassade de la Turquie pour dénoncer son double jeu vis-à-vis de Daesh. Mais en fait, nous ne sommes pas en train de dénoncer un secret. La Turquie n'a jamais caché ses intentions ni ses actions envers notamment ses voisins, et particulièrement la Syrie. La Turquie, c'est les voisins les plus puissants dans la région et c'est le seul qui a laissé ses frontières en permanence ouvertes pour faire passer dans les deux sens tous les mal qui a touché la région. Les terroristes avaient un accès extrêmement facile par ces 800 kilomètres. C'est une distance immense. Aucun pays ne peut maîtriser un pays à une si grande distance. Les armes, les zones, les aéroports des villes turques étaient en permanence ouverts pour ces djihadistes, même pour les Européens. En plus, toutes les industries syriennes, notamment de la région d'Alep, a fait l'exode aussi par vol et les frontières turques, l'État turc a permis les passages en Turquie. Cette industrie qui était assez importante à l'époque a été vendue en Turquie. Donc le rôle de la Turquie n'a jamais été caché, elle a toujours annoncé ses intentions pour maîtriser toute la région et revenir à ce qu'elle a fait en 2015, en 1915, comme il a été dénoncé à plusieurs fois ce soir. Nous ne cessons pas de dénoncer son rôle et le rôle également de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et nous demandons à l'État français d'être réaliste dans ses accords
et donc c'est ce qu'elle est en train de programmer pour demain. Merci de votre présence et pour toutes les associations qui ont participé. Bonne soirée à tous. Voilà, c'est pas fini. Nous avons, pour terminer, ici ce soir, quelqu'un d'exceptionnel, qui n'est pas du tout timide. Il est secrétaire général de l'association d'entraide aux minorités d'Orient. Il est d'origine irakienne, Monsieur Elish